En 1951, les affres de la guerre sont encore très présentes à l'esprit des protagonistes de ces cérémonies commémorant le débarquement allié du 6 juin 1944 à Sainte-Mère-Église. La France sort progressivement du marasme dans lequel l'a plongée la Deuxième Guerre mondiale. Aussi doit-on considérer la présence en nombre des groupes folkloriques venus des quatre coins de l'Hexagone à l'aune des sacrifices consentis pour recouvrer la liberté de la nation française. Au milieu du XXe siècle, le particularisme régional des Normands, des Bretons, des Alsaciens-Lorrains, des Basques ou encore des Provençaux n'est pas à proprement parler du folklore. Les chants, les danses et les costumes des participants représentent un dernier sursaut des survivances du passé. Ce temps qui passe et qui va inexorablement uniformiser les us et coutumes des Français. C'est donc en quelque sorte un document anthropologique qu'il nous est donné d'apprécier par le biais de ce film. Une réflexion plus poussée nous amènera à nous interroger sur la perception que ces hommes et femmes pouvaient avoir du débarquement allié du 6 juin, car la plupart avaient vécu sous le joug de l'occupant allemand. Ils avaient connu ce que Jean Guéhenno appelait les années noires. De là peut-être l'impression que Sainte-Mère-Église est reconnue déjà à cette époque comme un haut lieu de l'histoire de la libération. Ces festivités sont transgénérationnelles. Elles rassemblent les anciens, ceux qui ont connu la Grande Guerre, avec de jeunes enfants, visibles un peu partout sur ces images. On a l'impression que l'aspect mémoriel laisse la place à une représentation festive de la part des participants à cette commémoration. Et si l'organisation paraît bien lointaine de celle qui prévaut de nos jours, la gaieté et la joie affichées par tous est un autre révélateur de la mentalité de ceux qui avaient traversé les épreuves liées aux années 40. Ceci doit nous interpeller, non pas que l'on puisse en tirer matière à comparaison avec ce qui se passe de nos jours, mais parce que tous ces gens, à leur manière, nous envoient un message d'allégresse, empreint d'une force peu commune. À l'heure où toutes les difficultés écrasaient leur corps et leur conscience, ils n'avaient point renoncé. Et de leur espoir, en un temps meilleur, était né un souffle qui allait porter le pays tout entier vers son renouveau. Il est probable qu'ils ignoraient tout cela. On retrouve Charles de Gaulle dans la Manche en juin 1960. Le cortège présidentiel s'ébranle vers les villes de Saint-Lô, de Coutances. Rappelé au pouvoir en 1958, le général a pu donner à la France une constitution à sa mesure. La Ve République n'en est qu'à ses débuts, mais la France est alors plongée dans une crise profonde. Ses fils participent en Algérie à ce que l'on appelle alors pudiquement des opérations de maintien de l'ordre. Pour le premier président de cette Ve République, ces commémorations sont une sorte d'entracte. Un passé glorieux confronté à un présent incertain. En juin 1961, les enfants des écoles défilent aux côtés des anciens combattants. Un dépôt de gerbes est effectué au monument Signal ainsi qu'à la mairie. Le général Gavin et sa femme sont présents à Sainte-Mère-Église. D'origine modeste, James Gavin s'engage dans l'armée en 1924 comme simple soldat. Puis il est formé à West Point et obtient son diplôme en 1929. Il rejoint en 1941 le corps des parachutistes qui vient juste d'être créé.
Il commande l'un des régiments de la 82e aéroportée, le 505e. Ses hommes le surnomment Slim Jim, en raison de sa silhouette élancée. La nuit du 6 juin 1944, il saute à l'ouest de Sainte-Mère-Église. Dix-sept ans après le débarquement des Alliés, dans la campagne normande et à Sainte-Mère-Église, les Américains débarquent une seconde fois. Seulement, cette fois-ci, ce n'est pas pour y faire la guerre, mais pour y tourner un film. Au cours de l'été 1961, Sainte-Mère-Église accueillait le tournage du jour le plus long. Le film du célèbre producteur américain Daryl F. Zanuck collectionne tous les superlatifs. Par sa durée, 10 mois de tournage, par le nombre des figurants, puisque 23 000 hommes de troupe y participeront, enfin par la pléiade d'acteurs de renommée internationale présente au casting. On se plaît à souligner le souci de reconstitution qui a animé Daryl Zanuck, le grand coordinateur de cette entreprise titanesque. Pour l'aider dans sa tâche, pas moins de 5 metteurs en scène qui dirigent dans le même temps des équipes de tournage affairées sur différents sites repérés des mois auparavant. Est-ce en raison de cette volonté de reconstitution que le choix de Sainte-Mère-Église s'est imposé? Quoi qu'il en soit, l'invasion hollywoodienne de Sainte-Mère-Église commence par le débarquement d'une équipe de techniciens décorateurs à la mi-juillet 1961. Ceux-ci vont s'ingénier à redonner à la commune son aspect d'antan, enfin, disons celui qu'elle aurait pu présenter dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Pour ce faire, on n'hésite pas à reconstruire la fameuse maison qui a totalement disparu dans les flammes cette nuit-là. Ce ne sont évidemment que des décors de cinéma, des décors en trompe-l'œil le plus souvent, mais l'effet produit n'en est pas moins exceptionnel, surtout pour les habitants de Sainte-Mère-Église. Les images filmées par une jeune cinéaste amateur, en août 61, sont remarquables. Des photographes professionnels, comme Jean-Marie Lézec, de la Presse de la Manche, ou encore Robert Pouchin, ont immortalisé par leur travail le tournage de ce film. Parlait-on déjà à cette époque de « making-of » ? Mais dans le cas présent, c'est la démarche d'une jeune mère de famille, totalement étrangère à l'univers des plateaux de cinéma, qui séduit. De manière spontanée, on pourrait même dire de son propre chef, elle entreprend de filmer jour après jour, nuit après nuit, les scènes du film qui se déroulent à Sainte-Mère-Église, pour ne pas dire au pas de sa porte. Sa curiosité est récompensée par la réalisation de ce film d'une vingtaine de minutes qui nous dévoile l'envers du décor du tournage. Nous irons vers la victoire par le sang des compagnons. Nous irons faire marcher l'histoire en courant pour le plus long. Alors, j'ai tourné le jour le plus long, au mois de juillet, et jusqu'à fin septembre 1961. C'était mon premier long métrage et j'ignorais totalement qu'il allait y avoir quelque chose dans ma boîte. Hein. Totalement. Parce que moi, j'ai acheté ma caméra pour ma petite fille. Et j'avais rien filmé, rien. C'était au tout début. Toutes les nuits, vers 3 h du matin, il y a un hélicoptère passé et je me levais et je partais avec ma petite caméra, et puis voilà. Le monument Signal, il était recouvert de sacs de sable, pour ne pas qu'on voit le monument, puisque c'était caché. La maison a été construite derrière l'église, et elle a été destinée à être incendiée. Et il y avait des mannequins partout qui étaient préparés sur la place.
quand il y avait le feu, il y avait M. Lumière qui actionnait sa pompe, la pompe municipale. Et la maison incendiée, elle était incendiée plusieurs fois, toutes les nuits, hein, on recommençait. Oui. C'est ce qui faisait un drôle d'effet. En réalité, le parachutiste qui est tombé sur l'église, il n'y a que moi qui l'ai eu, parce qu'il n'est tombé qu'une fois, à cause de la chaleur. Il était toujours projeté ailleurs. Je l'ai eu qu'une fois sur le clocher, parce qu'ils avaient reconstitué un clocher au stade. Alors là, il faisait comme il voulait. Vous savez, c'est loin. Il y en a une où c'était amusant parce qu'il y avait Jean-Louis Barrault qui lisait les dernières nouvelles tout le temps. Il était toujours appuyé avec son journal, toujours appuyé contre un arbre et il lisait toute la journée, il lisait le journal. C'était très amusant, enfin. Est-il besoin de commenter les images qui apparaissent à l'écran? Elles témoignent de l'effervescence de ces 3 semaines du mois d'août 61, 17 ans après les événements originels. Qui aurait pu penser à cette époque que Sainte-Mère allait revivre les parachutages et les premiers combats de la Libération? La pellicule de la petite caméra n'est pas sonorisée. Au manque de moyens de notre cinéaste en herbe, la démesure des moyens techniques employés par l'équipe de tournage n'en est que plus criante. Mais avec un peu d'imagination, on peut percevoir les ordres aboyés par un chef opérateur dans son haut-parleur, moteur ou coupé, et le faux para descend du ciel, dans la nuit, accroché à un câble d'acier. On perçoit le ronronnement du moteur d'une grue qui actionne un para, touchant terre. Le bruit des pas des passants qui ne veulent pas gêner, mais qui doivent tout de même éviter un figurant allongé sur le trottoir. Un soldat allemand, mort, mais pour de faux, rassurent les mamans à leurs enfants. Les badauds, venus nombreux assister au tournage, assistent médusés aux reconstitutions des scènes de combat. Les colonnes de parachutistes américains investissent les rues de Sainte-Mère-Église. Ne résonnent plus alors que les détonations des explosions factices et le martèlement des bottes de saut sur l'asphalte. De ces troupes de choc émaneraient des voix bien françaises, car ce sont des paras de peau qui sont utilisés comme figurants. Ces mêmes paras français que l'on peut apercevoir de temps à autre sur la place de Sainte-Mère-Église, revêtus de leur traditionnelle tenue camouflée. Ce film en 8 mm nous offre également la vision surréaliste d'un para accroché à un poteau télégraphique, ainsi que des mannequins nus qui n'émettent eux aucun son. Le bruit des moteurs, des puissantes voitures de la production, de belles décapotables, dont les cascadeurs vêtus de leurs saillantes combinaisons bleues raffolent. Le volubile Gilles Delamarre, le chef de cette joyeuse bande d'histrions, assure le spectacle au quotidien. Beaucoup plus discret, l'acteur Jean-Louis Barrault tourne le dos en apercevant l'objectif de la petite caméra. Voilà, en quelques mots, ce que pourrait nous dire la pellicule, si à l'image, on pouvait lui adjoindre la parole. Quelles sont les impressions de ces paras venus de Pau? Pour la plupart, ils ont participé aux opérations de maintien de l'ordre, en Algérie, comme l'on dit pudiquement encore à l'époque. Ces soldats d'élite ont connu les affres du combat, et cette guerre en cinémascope doit leur sembler bien étrange. Au-delà de ces images, il est indiscutable qu'aujourd'hui Sainte-Mère a une aura internationale. Le jour le plus long lui en effet donné ses lettres de noblesse. Cela dit, quelle est la place du film dans l'histoire? Si ce film en lui-même n'est pas un documentaire historique du débarquement et des opérations aéroportées alliées,
Il est devenu une page incontournable de l'histoire de Sainte-Mère-Église. Zanuck, certes, a pris beaucoup de liberté. Concernant le film lui-même, le producteur a voulu privilégier son caractère spectaculaire. Le film a fait son chemin de pays en pays. Les gens du mauvais côté du rideau de fer ne découvrant le film que bien plus tard. À la question, le film a-t-il sorti la commune de l'anonymat? Les stratèges alliés avaient fait de Sainte-Mère-Église une plateforme importante. Elle se trouvait sur la route de Cherbourg. Il fallait prendre Sainte-Mère le plus rapidement possible. C'était la mission confiée aux unités parachutistes. Pour autant, Sainte-Mère-Église, avant le tournage du film, n'avait pas cette aura internationale. Elle n'était pas reconnue comme un des hauts lieux du débarquement. Et c'est le film qui va lui donner ses lettres de noblesse. Pour beaucoup d'admirateurs du film, la commune va devenir un lieu cultissime, un lieu de pèlerinage, où il faut être passé une fois, ne serait-ce que pour voir le clocher sur lequel John Steele est venu se poser bien à ses dépens. Beaucoup de gens, toujours très enthousiastes, vous interpellent et vous parlent du film. C'est un film qui a des qualités propres, indéniables. Le montage est très bien fait et il a une dynamique qui n'a pas vieilli. Même quand on le regarde avec un œil critique, peu importe, la magie fonctionne. Nous irons vers la victoire par le sang des compagnons qui ont fait marcher l'histoire en mourant pour le jour le plus long. Il est devenu une page incontournable de l'histoire de Sainte-Mère-Église. Le tournage du jour le plus long, pour les habitants de Sainte-Mère et de ses environs, était un événement phare, incontournable, une nouvelle page d'histoire du canton, qui a permis de revivre l'histoire du débarquement comme un balbutiement du temps. Même si tout le monde n'a pas vécu ces fameuses scènes du jour le plus long, elles sont restées une page sanglante dans l'histoire des habitants de Sainte-Mère. Alors, quand ils ont revécu en août 61 cette aventure humaine, ce fut un choc. Il existe bien des anecdotes qui nous en font la démonstration. Mais personne ne s'attendait effectivement aux conséquences du tournage du film à Sainte-Mère-Église. Participer au tournage a sans doute été une aubaine pour beaucoup, financièrement parlant. Cependant, dans les années qui ont suivi, le film a connu la consécration internationale qu'on lui connaît. C'était une période où les gens se sont mis à se connaître, à se parler. Ça a changé l'atmosphère, hein, terriblement, à l'époque. C'est drôle, hein. Les gens sont sortis de leur maison. Je me rappelle très bien que tout le monde disait que ça avait tout changé entre eux. Ils étaient unis beaucoup plus depuis le tournage du film.